Donc je vous prie de m'excuser pour le retard. Enfin d'abord non, je m'excuse pas, c'est pas de ma faute. J'étais là à l'heure. Mais bon, voilà, pardon pour commencer si tard. Je vais vous présenter une conférence sur la relativité dans les films de science-fiction. Ça va durer à peu près 1 heure. Voilà. Si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à les poser. Je m'interromprai et puis je reformulerai votre question. C'est filmé là, donc ça sera retransmis après très probablement sur le site internet de la manifestation, et donc pour qu'on entende les questions, je les reformulerai et puis je tenterai d'y répondre. Voilà. Il y aura de toute façon à l'issue de la conférence, au bout d'1 heure, du temps pour échanger si effectivement vous avez des questions reliées de près ou de loin à ça. Voilà. Bon. Je vais commencer par me présenter peut-être. Je m'appelle Richard Taillé, je suis enseignant-chercheur en physique. Donc enseignant-chercheur, ça veut dire que j'ai deux casquettes, deux demi-travails on va dire. Je suis d'une part enseignant à l'université, j'y enseigne la physique à l'université Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. Et par ailleurs, je fais de la recherche en astrophysique dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'Anne Silvio de physique théorique. Et mon domaine, c'est l'astrophysique des particules, plus précisément. C'est pas de ça dont je vais parler ici. Ce que je vais montrer ici, c'est plus relié à l'aspect pédagogie de mon travail. L'idée, c'est de vous montrer des scènes de films, de les commenter ensemble, et de vous montrer des scènes dans lesquelles apparaît la théorie de la relativité. Bon. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez tous extrêmement familiers avec la théorie de la relativité, d'ailleurs les théories de la relativité, donc je vous en parlerai aussi un petit peu. Cependant, c'est pas un cours, donc je me permettrai des fois de vous dire des choses, de vous asséner des choses, de vous dire bah, c'est comme ci, comme ça, sans prendre le temps, comme je le ferai en cours, d'essayer de vous en convaincre. Voilà. Si en revanche vous avez des questions sur cet aspect-là, on peut aussi évidemment en parler à la fin. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer des extraits de films donc, qui datent essentiellement du XXe siècle, juste pour vous recadrer un petit peu dans l'histoire des sciences où se situent les théories de la relativité. Elles datent du début du XXe siècle. Alors, il y en a deux des théories. On dit souvent la relativité, mais il y en a vraiment deux. Il y en a une qui s'appelle la relativité restreinte, qui a été essentiellement exposée, élaborée par le gars qui est là. Je vous dis son nom ou pas? Non, c'est bon, d'accord. Et 10 ans plus tard, il en a fait une autre qui s'appelle la relativité générale. La première, elle s'intéresse essentiellement à décrire les mouvements des objets, et on va le voir, quand on décrit les mouvements des objets, on a besoin de s'intéresser vraiment de façon claire à ce que sont le temps et ce que sont l'espace, ce qu'est l'espace. Là, vous n'avez rien compris, ma phrase elle était nulle, mais normalement je vais redire ça un petit peu mieux tout à l'heure. Bref, ça nous expose la notion d'espace-temps, donc ça j'y reviendrai, et dans la relativité générale, ça introduit la possibilité que l'espace-temps dans lequel on vit soit courbe, et ça dans le but de décrire la gravitation. La relativité générale, c'est une théorie de la gravitation. C'est d'ailleurs la théorie de la gravitation la plus satisfaisante dont disposent aujourd'hui les physiciens, alors que la relativité restreinte s'intéresse de manière plus restreinte justement au mouvement des objets sans gravité. Alors le principe, disons l'observation de base, historiquement ça s'est pas fait comme ça, mais je vais vous le présenter comme ça. Le monde dans lequel on vit, en fait, il est super bizarre. On vit dans un monde qui est vraiment, vraiment super bizarre. Et essentiellement, une des choses les plus bizarres qu'on ait, c'est la suivante. La vitesse de la lumière est la même pour tout le monde, quelle que soit la vitesse de l'émetteur et de celui qui la mesure. Alors la phrase, elle est probablement trop compacte, là, vous voyez probablement pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Moi, je vais faire une petite expérience de pensée avec vous. Imaginez qu'on soit en ce moment dans un train. Là, on est cette grande pièce, elle est posée sur un train. Ce train, il va à 10 km/h dans cette direction-là par rapport à un quai qui est en dessous et qu'on voit pas. Bon. Donc le train va à 10 km/h, nous on sent un peu des chaos, mais voilà, pas plus que ça. Si je me mets à marcher dans ce train à 10 km/h, ça fait une bonne marche, mais à 10 km/h dans cette direction-là. Quelqu'un qui me regarde depuis le quai, qui voit passer le train et qui me voit, moi, marcher dans le train à 10 km/h. S'il se pose la question, à quelle vitesse est-ce que je marche, moi, par rapport au quai? C'est une question qui semble assez simple. Le train avance à 10 km/h, moi j'avance à 10 km/h par rapport au train, la somme des deux ça fait 20 km/h, donc le gars sur le quai se dit que je marche à 20 km/h. Non. Le monde dans lequel on vit, il n'est pas comme ça. Les vitesses, elles ne s'ajoutent pas de cette manière-là.
C'est hyper pas intuitif, hein, je suis complètement d'accord, mais voilà, essentiellement c'est ça qu'a compris Einstein et qu'il a formalisé. Et ça se voit de manière... Alors, aux échelles dont je suis en train de parler, là, 10 km/h dans un train, si on fait la mesure, on verra pas la différence entre la vraie vitesse, qui serait 19,9999 km/h, et puis 20. C'est des écarts qui sont petits. Mais les écarts sont d'autant plus grands qu'on s'approche de la vitesse de la lumière. Et dans le cas extrême, si on imagine que quelqu'un dans le train envoie de la lumière vers l'avant du train, pour lui, il va mesurer une vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Si quelqu'un depuis le quai mesure la vitesse de la lumière qui a été envoyée depuis le train, il mesure aussi la vitesse de 300 000 km par seconde, la même. C'est super bizarre, hein. En gros, on s'attendrait à ce que la lumière ait été envoyée avec un certain élan. Le train, il a ses 10 km/h de départ, plus les 300 000 km habituels de la lumière, de la vitesse de la lumière. Eh ben non. En fait, la vitesse de la lumière, c'est la même pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de troublant, voilà, qui demande, du coup, si on l'accepte, de remettre en cause tout un tas de choses, la manière dont on additionne les vitesses. Et en fait, ça remet en cause même ce que sont les notions habituelles de distance et de durée. C'est ça que je vais vous montrer dans certains films. On voit dans certains films, c'est la dernière phrase ici, qui est illustrée de manière souvent amusante. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard, notamment sur la manière dont le temps, les durées sont affectées par le mouvement. Je vous en parlerai de manière physique un tout petit peu plus précisément, mais je vais passer assez rapidement à un premier extrait de film. En tout cas, comme à la fois les distances et les durées sont affectées par le mouvement des objets, on a besoin d'introduire un objet qu'on appelle l'espace-temps. En fait, on décrit le mouvement des choses dans un espace qui est plus grand que le nôtre. Nous, on vit dans un espace qui semble avoir 3 dimensions, et on ajoute à ça une dimension temporelle, et ce tout, l'espace-temps, a une structure qui est vraiment... en fait, c'est cette structure que Einstein a compris et qui lui a permis de développer la relativité restreinte. Alors ça, pardon, j'ai mis ça, mais je ne voulais pas. Voilà. Je vais vous parler d'un premier film qui s'appelle Croisière sidérale. Alors, si vous êtes venu en attendant à voir Star Wars, je vous préviens, il n'y en aura pas. Enfin, si, il y en aura un petit peu, mais ça va pas être la principale source que je vais utiliser. Là, je commence par un film qui est extrêmement peu connu. Moi, je l'ai découvert il y a quelques mois, en fait, et justement en cherchant des films dans lesquels ça parlait de relativité. Est-ce qu'il y en a parmi vous, que je suis curieux en fait, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce film? Non? Bon. Alors c'est étonnant, donc on va voir qu'il y a des choses qui sont vraiment très bien. Moi c'est un film que finalement je trouve assez chouette, c'est un film en noir et blanc qui est français. On le voit peut-être pas avec le nom de l'auteur, mais voilà, c'est un film français des années 40, donc qui a été fait pendant la guerre. Et ce film vous le trouverez pas dans le commerce en fait, il a été édité en VHS à l'époque, mais il n'a jamais été réédité en Blu-ray ou en DVD pour une raison que je ne connais pas. Il y a beaucoup d'autres films qui ont été édités et qui le mériteraient peut-être moins, mais bon c'est bref. Et alors ce film commence de la manière suivante. Ce que je vous montre ici, là, c'est vraiment le début du film. Voilà, on allume le film sur YouTube, du coup, parce qu'on peut quand même le voir sur YouTube. Et ça commence comme ça. Donc un panneau de texte. Malgré les... Donc, j'ai raté le début, mais vous avez lu en même temps que moi. Je vous laisse lire. L'aventure qui va se dérouler dans ce film est fondée sur une idée scientifique exacte. Et il précise bien avant cette phrase-là qu'ils ont pris des libertés avec la science. Donc ça, je trouve ça déjà cet avertissement, je le trouve vraiment extrêmement honnête. Voilà, c'est pas un film. Il va y avoir des choses scientifiques dedans. En même temps, c'est pas un documentaire scientifique. Le réalisateur n'essaye pas de nous faire croire qu'il obéit à fond aux lois de la physique, mais il y a quelque chose dans la physique qui l'a étonné. On va voir quoi. Et il a poussé ça à l'extrême. Voilà. Et ça, du coup, moi, je trouve personnellement que c'est une très bonne base pour faire de la science-fiction. Et cet avertissement-là, moi, j'aurais adoré le voir dans d'autres films que celui-là, hein, où, par exemple, Sunshine, ça aurait vraiment eu sa place au début. Je reparlerai de Sunshine tout à l'heure. Et alors, l'argument du film, c'est le suivant. Vous avez les 2 personnages qui, pour des raisons de recherche scientifique, plus ou moins, sont dans un ballon, dans la nacelle d'un ballon. Et il arrive un accident à cette nacelle. Je vous montre ici la scène de l'accident. Donc le gars forcément fume dans son environnement confiné. Donc déjà il n'est pas super malin au départ. Là il se situe à 10 km d'altitude, un truc comme ça. Hein. Donc un des trucs que vous n'avez pas envie de faire quand vous êtes à cette altitude-là, c'est d'ouvrir la fenêtre par exemple. On ouvre la fenêtre. Voilà. Et du coup, ce qui devait arriver, gros accident.
Et ce qui va m'intéresser, c'est ce qui arrive du coup à l'issue de cette action. La nacelle explose et surtout, le ballon explose et vous voyez la nacelle qui est propulsée par un jet de gaz. Et donc dans le film, on nous dit que c'est propulsé à très grande vitesse et ça va très loin de la Terre. On doit d'ailleurs voir ici, on voit la Terre s'éloigner. Entre parenthèses, ça a été fait à un moment où on n'avait jamais été dans l'espace, 1942. Donc on a reconstruit un petit peu, on a essayé d'imaginer quelle vue on pouvait avoir de la Terre depuis l'espace. C'est plutôt réussi. Et le vaisseau, donc la nacelle, part très vite, très loin. Après quelques péripéties, ce vaisseau revient sur Terre. Ils arrivent à y revenir et ils s'aperçoivent que le voyage a duré 2 semaines pour les gens dans le ballon. Ils ont mis 2 semaines pour revenir et ils s'aperçoivent que sur Terre, tout le monde a vieilli de 25 ans. Il s'est écoulé 25 années sur la Terre alors qu'il s'est écoulé que 2 semaines pour les gens dans la nacelle. Alors bon, il y a tout un tas de quiproquos, il y a des situations un peu rigolotes qui viennent de ça, mais bon, ils se posent quand même la question scientifiquement et ils arrivent à y répondre. Et je vous montre ici la scène où le savant, la personne qui est ici, explique au personnage principal, la femme qu'on va probablement apercevoir à gauche, explique donc ce qui s'est passé. Françoise, je crois que j'y suis. Je crois que j'ai compris. Ah, si c'est vrai, c'est à n'y pas croire. Tu comprends, votre ballon a passé 2 semaines hors du monde terrestre. Sauf que vous avez vécu 2 semaines dans le monde sidéral. Je comprends pas. Mais si tu vas comprendre, chérie, c'est très clair. Enfin, vous êtes monté, puis vous êtes redescendu. Oui. Mais pendant ce temps-là, vous avez changé de système de référence. En somme, vous avez vécu 2 semaines dans un autre temps. Les formules de Lorentz? Oui, les formules de Lorentz, les équations de Lorentz s'appliquent intégralement. Oh, ça c'est magnifique. 25 années. Mais tu comprends, votre ballon est allé si vite et si loin que vous êtes sorti du système solaire. Alors vous avez passé là-haut 2 semaines. 2 semaines pour vous. Mais pendant ce temps-là, notre pauvre Terre a vieilli, elle, de 25 années. Et ton pauvre mari, lui aussi, a vieilli de 25 années. Attention, ça va être Mais vrai, émouvant. Robert, est-ce possible? Je préviens s'il y a des âmes sensibles. Mais c'est certain. Et pendant tout ce temps, Pendant ce temps, j'ai attendu un miracle. Et tu m'en rapportes 2. 2? Oui, le premier, c'est que ce voyage confirme toutes les théories de la relativité, mais cela n'est rien. Et l'autre? L'autre miracle, c'est que tu sois revenu. Vous avez prévenu, hein. Je suis bien forcé d'y croire puisque tu es ici. Tu m'as attendu. Oui, Françoise. Alors, ce qui est intéressant pour le physicien dans cette scène, c'est plus la première partie donc sur la relativité. Les équations qui sont au tableau là, ce sont effectivement les équations qu'on appelle les équations de Lorentz, celles que les gens qui apprennent la relativité, moi j'enseigne ça en 2e année d'université, voilà, c'est ces équations-là, effectivement, qui assez rapidement se retrouvent sur un tableau noir. Bon, donc elles sont correctes. Bon, il en parle comme si tout le monde le connaissait. Elle avait l'air de connaître les équations de Lorentz. Je pense pas que ça soit aussi répandu comme, donc c'est pas une équation superstar de la physique, mais bon, pour les gens qui font de la relativité, ce sont effectivement les bonnes et elles sont correctes. Donc c'est déjà assez remarquable. Je ne connais pas d'autres films dans lesquels on voit effectivement ces équations-là écrites sur un tableau. En cherchant bien dans Big Bang Theory, il y a peut-être moyen de trouver un tableau dans le fond dans lequel il y a ça, mais voilà, je ne suis pas allé tous les re-regarder, mais ça fera une bonne excuse pour le faire du coup quand je vais rentrer. Bon. Et donc l'effet dont il parle ici, le fait que la relativité prédit que quand on est en train d'aller à grande vitesse, le temps semble s'écouler de manière différente, c'est effectivement une prédiction de la relativité restreinte. Et c'est pas seulement une prédiction, c'est quelque chose qui aussi est effectivement vérifié. On peut faire des expériences qui le vérifient. L'expérience la plus marquante qui a fait ça, alors j'ai remis ici la frise, j'ai rajouté d'autres éléments, mais regardez juste la dernière de 1971. Ça s'appelle l'expérience de Hafele-Keating. Ce sont 2 Américains qui, donc en 1971, ont placé des horloges atomiques, donc qui permettent de mesurer le temps avec une précision très bonne. Ils en ont mis 3 en fait. Ils en ont mis une au sol. Ils en ont mis une dans un avion de ligne qui parcourait la Terre dans un sens et une dans un avion de ligne qui parcourait la Terre dans l'autre sens. Avant de faire l'expérience, ils ont synchronisé les horloges pour s'assurer qu'elles marchaient de la même façon, qu'elles indiquaient la même heure et qu'elles tournaient au même rythme. Ils en ont mis donc dans les avions, comme j'ai dit. Les avions ont fait leur tour du monde. C'était des avions de ligne avec des passagers dedans et tout. Donc ils ont fait des escales et tout ça. Mais bon, en gros, ils ont fait le tour du monde. Et quand ils sont revenus au niveau de la première horloge, Hafele et Keating ont comparé les indications des 2 horloges. Et ils se sont aperçus effectivement que le temps indiqué par les horloges qui avaient volé était plus court que le temps écoulé sur la Terre. Voilà.
et d'une manière qui quantitativement était effectivement en accord avec ce que prédisait la relativité restreinte. Donc ça, depuis cette expérience, elle a été refaite en mieux et en plus précis, et effectivement, ça confirme le fait que si vous mettez une horloge dans un truc qui est en mouvement, après, quand vous allez récupérer l'horloge, elle aura tourné moins vite, effectivement. C'est exactement cet effet-là qui est exploité dans le film que je viens de vous montrer, là, Croisière sidérale. Il y avait des horloges, là c'est des gens, mais des horloges c'est des gens, c'est des horloges qui battent en gros un coup par seconde, le cœur, voilà. Bon, vous avez des horloges qui sont dans des vaisseaux, qui sont partis à grande vitesse, qui sont revenus, et du coup pour les gens qui sont sur la Terre, ils ont l'impression que ces horloges ont battu beaucoup plus lentement. Là où quelqu'un sur la Terre aurait fait une centaine de battements de cœur, eux dans leur vaisseau en ont eu qu'un seul, donc le temps s'est écoulé moins vite. J'exprime le temps en tant que battement de cœur parce que c'est facile, évidemment, c'est pas ça qui fait que les gens ressentent le temps qui passe, mais voilà. Tout ce qui dépend du temps dans la nacelle s'écoule plus lentement, que ce qui est sur le sol. Et alors ça, c'est du coup quelque chose qui a été exploité en science-fiction, forcément, pour permettre notamment les voyages spatiaux. L'inconvénient des voyages spatiaux, alors l'avantage c'est que c'est beau, l'inconvénient c'est que c'est long. Quand on veut voyager dans l'espace, si on veut aller à un endroit intéressant, il faut aller loin, et on est limité par un truc fondamental, c'est que ça c'est aussi quelque chose que nous dit la relativité, rien ne peut aller plus vite que la lumière. La valeur numérique c'est environ 300 000 km par seconde, et pour vous donner donc un ordre de grandeur, c'est plus simple d'utiliser une unité de distance qui est l'année-lumière. L'étoile la plus proche, elle est environ à 4 années-lumière, c'est-à-dire que la lumière met 4 ans pour nous venir de l'étoile la plus proche. Comme rien ne peut aller plus vite que la lumière, ça veut dire que vous, si vous voulez y aller, vous allez mettre au minimum 4 ans. Voilà. Si vous allez à la moitié de la vitesse de la lumière, vous allez mettre 8 ans, etc. La galaxie la plus proche, elle est à 2 millions d'années-lumière, donc voilà, il faut à la vitesse de la lumière 2 millions d'années pour y aller. Ça commence à être une contrainte un peu forte quand on veut aller quelque part. Bon. Alors cet obstacle peut en partie être contourné. Donc là, pour les gens qui étaient à la table ronde d'hier, on retombe sur certains thèmes dont on a pu discuter sur les voyages spatiaux. Mais une des solutions, c'est éventuellement celle qui était proposée dans le film Silent Running, où vous avez ici donc ce qu'on va voir c'est un grand vaisseau spatial en fait. Et l'idée, c'est d'emmener, comme on sait que le voyage va être long, on emmène des gens avec des villes, avec des cultures. Vous avez tout un tas les coupoles qui sont dans le fond là-bas, ce sont des cultures avec des jardins, des forêts, etc. Voilà. En gros, on emmène un bout de terre avec nous. Et puis, si le voyage dure 1000 ans, il faut tenir 1000 ans dans une colonie. Voilà. C'est pas les gens qui sont partis qui vont forcément arriver à destination, ça sera leurs descendants, mais c'est éventuellement un moyen d'aller très loin. Bon, c'est évidemment, vous voyez l'échelle ici qui est proposée dans le film. Bon, c'est des choses qu'on est absolument incapable de construire aujourd'hui. C'est la science-fiction. Il y en a qui l'ont vu ce film-là, Silent Running, okay. C'est très daté. Enfin, c'est intéressant à regarder, mais on voit tout de suite dès les premières scènes que c'est les années 70. Ça, c'est un robot. Autre exemple de ça, un film polonais qui s'appelle Ikari XB1, qui est antérieur à celui que je viens de vous montrer. S'il y en a qui ne parlent pas polonais parmi vous, vous pouvez lire les sous-titres. Et donc l'idée, voilà, c'est que là, il y a un vaisseau Ikaria qu'on envoie à Proxima du Centaure, il me semble, là-dedans. Et cette fois-ci, c'est une ville de 40 habitants qui est envoyée. Et c'est la suite ici qui va être intéressante, la fin de l'extrait. Alors, on peut s'extasier devant les effets spéciaux ou pas, mais il y en a.
Voilà. Leur voyage dure 15 ans, mais il se sera écoulé pour eux, dans leur vaisseau, 28 mois. Donc ici, les personnes qui ont fait ce film ont exploité donc le fait que pour aller loin, effectivement, il fallait se mettre dans une colonie, mais aussi l'effet de dilatation temporelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Si effectivement on arrive à envoyer le vaisseau spatial à une vitesse suffisamment proche de celle de la lumière, le facteur de dilatation du temps devient effectivement important. Je vous parlerai quantitativement de ça un tout petit peu plus tard. Et du coup, effectivement, pour les personnes qui sont en train de faire le voyage, c'est pas un voyage qui leur paraît si long. Bon, évidemment, pour les gens qui sont sur Terre et qui voient le vaisseau faire l'aller-retour, ça aurait quand même pris 15 ans. Mais pour les gens qui sont en train de faire le voyage, c'est plus supportable. Et le troisième extrait que je veux vous montrer qui exploite ça aussi, c'est La planète des singes. Donc celui-là, il est beaucoup plus connu. Je pense que la plupart des gens l'ont vu ou aperçu, ou enfin même revu probablement, parce qu'il passe assez souvent. Bon. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais un peu spoiler, donc bouchez-vous les oreilles, attention. Ce film, il est effectivement entièrement basé sur l'effet de dilatation temporelle. Je vais vous montrer la première scène du film qui expose effectivement ce qu'est la dilatation temporelle, ce dont j'ai parlé maintenant. Mais quand on regarde le film jusqu'au bout, la dernière scène, en fait, on ne peut la comprendre que si effectivement on a compris le fait que le temps ne s'écoule pas pour tout le monde et que quelqu'un qui est en train de faire un voyage interstellaire ne ressent pas le même temps que les gens qui sont restés sur la planète d'origine. Je n'ai pas trop spoilé en fait. Là, vous n'avez rien compris si vous n'avez pas vu le film. Peut-être même que si vous avez vu le film, vous n'avez pas compris non plus. Voilà la première scène. Donc, on s'installe dans son canapé avec sa bière et ses chips. C'est parti. Alors, je vous ai mis le sous-titre en français en haut si vous n'avez pas envie de lire l'anglais. De toute façon, on n'entend rien. Donc voilà, vous pouvez jusqu'à la constellation d'Orion et je vais les rejoindre bientôt. Dans moins d'une heure, nous serons partis depuis 6 mois de Cap Kennedy. Sur donc la 6 Terre, mois. Voilà, ça fait 6 mois qu'ils sont partis. Et sur le vaisseau, nous sommes en 1972. D'après la théorie du docteur Asline, retenez bien la théorie temporelle du dans un docteur véhicule Asline, voyageant presque à la vitesse de la lumière, la Terre a vieilli de voilà, 700 ans. Il s'est écoulé 700 ans sur Terre, alors que c'est 6 mois pour... Tandis que nous n'avons vieilli que de 6 mois. Il faut fumer dans l'espace, c'est un truc standard. Ce qui paraît probable en tout cas, c'est que les hommes qui nous ont fait partir sont morts depuis longtemps. Les générations nouvelles qui les remplacent doivent être d'une espèce différente. Bon, ça va être un peu long ce monologue, donc je vous laisse le lire quand même, mais... Je laisse le XXe siècle sans regret. Je vais peut-être commenter un peu. C'est Charlton Heston là qui parle. Pour ceux qui ont vu Bowling for Columbine et la fin du film, ce personnage n'est peut-être pas entièrement sympathique. bon, bref, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé au lobby des armes aux États-Unis. Le temps n'a plus de sens. Et donc voilà, quand on le voit parler à un moment des hommes, voilà, l'ego de l'homme, la peine du monde et tout ça, ça fait quand même pas mal sourire. Bon. J'arrête avec ce genre de commentaires après. Mais... J'aurais dû y penser avant. Une chose m'intrigue. L'homme, cet être si merveilleusement doué, cet extraordinaire paradoxe qui m'a expédié dans les étoiles, est-ce qu'il fait toujours la guerre à son frère? Est-ce qu'il laisse toujours mourir de faim les enfants de son voisin? Bon. Bon, là, il va se coucher, il se passe plus rien d'intéressant après. Après, c'est un film avec des singes, on s'en fout un peu même. Alors, il y a 3 trucs que je voudrais dire sur cette scène. Alors d'abord, le docteur Asline. Vous connaissez tous le docteur Asline? Personne? Non, il n'existe pas en fait. Et alors ça, c'est un truc que j'ai vraiment pas compris dans ce film. Parce que, bon, je pense qu'il fait référence à la théorie de Albert Einstein. Enfin, je connais que lui qui a fait la relativité, donc voilà. Là, c'est Asline, donc je pense qu'il y a eu de la friture sur la ligne quand ils ont communiqué avec le scénariste et le gars qui a fait les dialogues. Qui, docteur qui, Asline? Ok, bon. Donc c'est le docteur Asline qui est sorti. Bon. Un truc qui est rigolo aussi, c'est le tableau de bord. Alors je le remets un petit coup. En fait, il y a la moitié du tableau de bord, en gros, qui sert à donner l'heure. C'est un truc, c'est vachement important dans l'espace. Hein. Ça fait 6 mois que vous êtes dans l'espace. Ah, quelle heure il est? Ah ouais. Ah bon, je vais retourner faire un tour. Bon, ok. Et après, je parlerai vraiment de physique, mais un troisième truc que je veux dire quand même. Je pense qu'il y a un jeu à Hollywood aussi il y avait un jeu à Hollywood avec Charlton Heston, c'était de lui faire des trucs à son insu. Donc pour ceux qui ont vu le film Ben-Hur, il y a une scène où il est spartiate gladiateur et en gros il fait une déclaration d'amour à un autre gladiateur
Mais d'une manière, on a l'impression qu'il n'est pas en train de se rendre compte qu'il fait ça, quoi. Bon, voilà. Donc je pense qu'il s'est fait avoir sur ce coup-là. Mais ici aussi, alors je suis pas sûr, mais si on va repasser la scène, la toute fin de la scène ici, quand il est en train de parler de la paix dans le monde et tout ça, il est en train de faire un gros bras d'honneur en fait. Hein. Mais voilà, la paix dans le monde, quoi. Bon, peut-être qu'il a fait exprès sur ce coup-là, je sais pas. Bref, on est là pour faire de la physique, ok ? On arrête ça, la physique. Donc dans les 3 films que je vous ai présentés ici, il y avait à chaque fois un décalage entre le temps ressenti par les voyageurs et le temps des gens restés sur Terre. Je vous ai mis ici pour les 3 films, les premiers chiffres ici qui apparaissent avant le slash, c'est le temps écoulé dans le vaisseau, et après le slash, celui écoulé sur Terre, et je vous ai mis le rapport, je vous ai calculé le rapport dans la colonne de droite. Si vous n'êtes pas familier avec les formules et tout, ça n'a aucune importance. J'ai juste mis parce que cette formule existe, donc si par hasard elle vous dit quelque chose, vous pouvez la lire, mais bon. Il est possible, le rapport qui est là-bas, c'est en fait l'inverse du nombre qui est ici, enfin bref. On peut, à partir du rapport qui est là-bas, il y a une connexion unique, un lien unique entre le nombre qui est là-bas, le rapport le facteur d'étalage du temps en quelque sorte, et la vitesse à laquelle va le vaisseau. Et on peut, connaissant ce facteur qui est là-bas, trouver la vitesse. Donc avec cette formule-là, on peut en fait trouver les vitesses, et ce sont les nombres qui sont ici. Alors j'en ai mis que 2, je sais pas pourquoi. Ça c'est pour le rapport le plus grand pour la planète des singes, et puis ça c'est pour le deuxième, celui de croisière sidérale ici. Donc à chaque fois, ce sont des vitesses où C c'est la vitesse de la lumière, on la note traditionnellement comme ça. Donc ça vous dit qu'ici on va à 0,99999 fois la vitesse de la lumière. Donc une vitesse qui est extrêmement proche de la vitesse de la lumière. On pourrait se dire, cette vitesse-là et celle-là, c'est quasiment les mêmes, quoi. On est à chaque fois à peu près à la vitesse de la lumière. Pas tout à fait. Hein. En fait, plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus l'effet de dilatation devient très très important. Et vous voyez qu'entre cette vitesse-là et celle-là, ça fait passer d'un rapport de 1/650e à 1/1400e. Voilà. Donc, en se rapprochant à des vitesses, en se rapprochant beaucoup de la vitesse de la lumière, on arrive à des facteurs de dilatation qui peuvent être effectivement importants. On observe autour de nous des objets, je pourrais en parler si vous avez des questions, mais qui sont dilatés d'un facteur 100 ou 1000. Il y en a autour de nous, on le mesure ça, on le mesure très bien. Alors, j'ai fait une petite liste ici, ça sera le dernier truc qui éventuellement va vous faire peur dans cette conférence, mais j'ai mis la liste des effets relativistes, c'est-à-dire les choses les phénomènes que prédit la relativité, que ne prédisent pas les autres théories, celles qui précédaient la relativité. La première, c'est la constance de C, c'est-à-dire le fait que la vitesse de la lumière est la même pour tout le monde, c'est le premier truc dont j'ai parlé. L'addition des vitesses, elle est modifiée aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, le bonhomme qui marchait dans son train, voilà, il faut ajouter les vitesses de manière différente de ce que nous dicte apparemment la logique. Bon. La dilatation des durées, je viens d'en parler. Il y a aussi la contraction des longueurs, ça c'est un truc aussi bizarre, mais c'est le cas aussi. Si vous avez une règle comme ça qui fait 1 mètre, elle fait 1 mètre, toc. Vous la mettez dans un train et vous regardez passer cette règle, vous allez voir cette règle qui est raccourcie dans le sens de son déplacement, et ce d'autant plus que la vitesse du train est importante. En fait, le facteur de raccourcissement, c'est le même que que le facteur d'allongement du temps là. Si le temps il est multiplié, il est dilaté d'un facteur 1000, les distances, elles, sont raccourcies d'une distance 1000. Et en fait, on peut montrer, si on réfléchit un peu, que c'est précisément le fait que ça soit la même constante, le même étalement du temps et des distances qui fait que la vitesse de la lumière, c'est la même pour tout le monde en fait. L'équivalence masse-énergie, ça c'est quelque chose, la phrase, je ne sais pas si elle vous est familière, mais la formule qui va avec, oui, E égale mc carré. E c'est de l'énergie, m c'est de la masse. Ces deux choses-là, l'énergie et la masse, dans une certaine mesure, c'est équivalent. Dans une certaine mesure, l'un peut se transformer en l'autre. Bon. Ça, c'est pas tellement exploité dans les films de manière directe. L'effet Doppler, je ne vais pas en parler. L'aberration stellaire, je vais en dire un mot tout de suite après dans un film, donc je ne vais pas en dire plus que ça. Et les deux effets, en fait, qui sont effectivement exploités beaucoup dans les films, c'est la dilatation des débris dont je viens de parler, et puis le fait que l'espace-temps soit courbe. Ça, c'est ce que j'ai mentionné rapidement tout à l'heure quand j'ai parlé de la relativité générale. La relativité générale nous dit que l'espace-temps à 4 dimensions dans lequel on est peut avoir une géométrie qui est courbe, qui peut être celle d'une sphère ou celle d'une patate, ou enfin un truc courbe, une patate plutôt d'ailleurs qu'une sphère. Et si vous essayez de marcher sur une patate, alors n'essayez pas vous, mais si vous faites marcher des fourmis sur une patate, vous allez vous apercevoir que du fait de la courbure, si une fourmi va tout droit sur une patate, alors attention, expérience de la patate, je vais la faire bien parce qu'elle est... Prenez une patate, vous avez 2 fourmis que vous mettez sur la patate et vous leur dites de marcher parallèlement l'une à l'autre. Vous les lancez parallèlement l'une à l'autre.
Si vous ne parlez pas aux fourmis, faites un effort quand même. Bon, faut parler aux fourmis. Vous avez tout droit. Les fourmis, elles vont marcher et vous leur dites de marcher tout droit sur la patate. Tout droit, c'est-à-dire elles suivent leurs petites pattes et elles vont comme ça, voilà, elles suivent leurs traces et elles font une ligne droite sur la patate. Vous allez vous apercevoir que du fait que la patate est courbe, les fourmis marchant chacune sur leur propre ligne droite entre guillemets vont finalement finir par se rencontrer. Voilà. Elles sont parties parallèlement l'une à l'autre, elles sont allées tout le temps en ligne droite et pourtant elles finissent par se rencontrer. Quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur et qui ne sait pas que la patate est courbe, il va se dire, il y a quelque chose qui les a attirées l'une vers l'autre. La gravitation, c'est ça. La gravitation, on a l'impression que les objets s'attirent, c'est parce qu'on vit dans une patate quadridimensionnelle. Les objets vont en ligne droite dans cette patate quadridimensionnelle, mais ces lignes droites finissent, du fait de la courbure, par se rejoindre éventuellement. Je le dis comme si c'était évident, ça ne l'est pas. C'est une analogie, voilà, qui elle-même n'est pas forcément évidente, mais c'est comme ça, effectivement, aujourd'hui qu'on comprend le phénomène de gravitation. Ça, je vais en parler tout à l'heure, parce que ça, c'est exploité effectivement dans pas mal de films. Alors, je voudrais quand même terminer un petit coup sur Croisière sidérale. Il y a deux autres trucs que j'ai pas dit sur ce film qui sont remarquables. Dedans, il y a Bourvil. C'est bien, hein. Enfin, il était figurant, mais donc faut un peu le choper, mais on le voit pas forcément bien, mais voilà, il est dedans. L'autre truc, c'est que le personnage principal, c'est une femme, et que c'est pas une cruche. C'est quand même aussi assez rare pour le mentionner. Et du coup, je vous passe ici une des phrases que j'aime beaucoup qu'elle dit Décidément, c'est toujours la même chose. dans ce film. Je ne comprends pas. Toutes les observations donnent des résultats, non pas faux, ni même inattendus. Elles donnent des résultats impossibles, absurdes, comme si tout à coup 2 et 2 s'étaient mis à faire 5 et les lignes droites tournaient en rond. Vous comprenez? Et alors, l'avant-dernière phrase qu'elle a faite, elle est vraiment remarquable dans le sens où elle résume vraiment toutes les difficultés de la relativité en fait. La personne qui a écrit les dialogues, elle a l'air d'avoir vraiment compris ça, quoi. Tout se passe comme si 2 et 2 pouvaient faire 5. Ça, c'est exactement l'analogue de ce que j'ai dit pour les vitesses tout à l'heure. 10 km par seconde plus 10 km par seconde, et ben ça fait pas 20. Alors là, en fait, ça ferait un peu moins. Ça ferait 2 et 2, ça ferait pas 5, ça ferait plutôt 4,5. Mais voilà. Enfin, ça ferait plutôt même 3,5, quelque chose de plus petit que la somme. Donc, sa première phrase, voilà, ça fait, à mon avis, référence à ça. Et l'autre, le fait que les lignes droites peuvent se mettre à faire des courbes, c'est ce que j'ai dit avec les patates et les fourmis, quoi. C'est exactement la même chose. Voilà. Les lignes droites dans un espace courbe, eh ben, ça peut faire quelque chose qui ressemble à des cercles et à des lignes courbées. Bon. Donc, elle résume ici vraiment très, très bien toute la problématique de la relativité. Et alors, j'ai dit tout à l'heure que je n'allais pas faire de physique, mais c'est là où je vais en faire un tout petit peu, ça va vraiment prendre 1 minute. Je veux quand même vous exposer la manière, à mon avis, la plus claire, enfin celle qui est la plus claire pour moi, donc de parler de cet effet de dilatation des temps. En fait, il faut imaginer 2 expériences. Imaginons qu'on ait un train. Alors moi, je ne suis pas dessinateur. S'il y a un dessinateur dans la salle, tu pourras me dessiner un train un jour. Donc ça, c'est un train pour moi. Voilà. Vous avez ici un quai avec des horloges. Et on a pris soin, au début de l'expérience, de synchroniser les horloges du quai. C'est-à-dire, moi je suis ici, la personne est là-bas. On va se voir, tiens, ta montre, elle indique quelle heure. Toc, on les met ensemble. On est OK, les montres sont synchronisées. Bon. Et l'expérience, c'est la suivante. Le train va passer ici. Quand il arrive juste devant le quai ici, devant le premier bonhomme, il regarde par son hublot. D'abord, il déclenche son chrono à lui, puis il regarde par le hublot et il regarde l'heure qui est indiquée ici. Puis, le train avance. Il finit par se retrouver au niveau du 2e gars avec sa montre. Là, le gars du train arrête son chrono et regarde l'heure qui est là en même temps. Il arrive à faire ça en même temps. Je pense que tout le monde arrive. Ok, stop, on regarde l'heure. Et le train, après, fait ce qu'il veut, s'arrête, le gars descend, revient au niveau du quai, il discute un peu avec les gars, et il va faire il n'a même pas besoin d'aller discuter, mais autant c'est sympa de discuter, voilà. Et il fait l'opération suivante, il fait la différence entre le temps qui est indiqué là et le temps qui est indiqué là. Bon, et il compare avec ce qui est indiqué sur son chronomètre. Et il va obtenir des résultats différents. Le temps qui s'est écoulé sur son chronomètre à lui n'est pas la différence de ce temps-là avec ce temps-là. On a envie de dire du coup que le temps ne s'est pas écoulé de la même manière dans le train et dans le quai. C'est ça qu'on a envie de dire. Là où c'est remarquable, c'est que si on fait une autre expérience maintenant où c'est la personne du quai qui se pose ce genre de questions. Attention, si vous avez de l'aspirine, c'est le moment de le sortir. Autre expérience, cette fois-ci, on se place du point de vue du train et on va regarder passer pour les gens du train, c'est le quai qui est en train d'aller dans l'autre sens, et on va voir passer du coup un des gars avec une horloge. Et on a pris soin cette fois-ci dans le train de synchroniser 2 horloges, une à l'avant du train et l'autre à l'arrière du train.
Donc on est en train en mouvement, on va se voir à l'avant, l'arrière, on mène nos montres ensemble, on retourne un à l'avant, un à l'arrière, et puis on commence l'expérience. Et l'expérience, c'est la suivante. Quand la personne qui est ici sur le quai voit passer le train, elle déclenche son chronomètre. Quand elle voit passer ensuite l'arrière du train, elle arrête son chronomètre. Et même chose, le train s'arrête, ils comparent leurs horloges. Et dans cette expérience-là, si lui, il compare le temps qui est inscrit sur son chronomètre à la différence des temps qu'il a observé, il va s'apercevoir que c'est son temps à lui, cette fois-ci, qui est plus court que la différence des temps du train. Donc en quelque sorte, si on fait l'expérience dans le train, on a l'impression que c'est le temps sur le quai qui s'écoule plus lentement. Si on fait l'expérience depuis le quai, on a l'impression que c'est le temps dans le train qui s'écoule de manière plus lente. L'effet, il est réciproque en fait. C'est pour ça que c'est extra. En fait, ça, on ne peut pas le résumer en disant le temps s'écoule plus vite ici que là. Non. C'est vraiment une question d'observateur, de qui est-ce qui fait l'expérience. Et vous pourrez remarquer que les deux expériences que j'ai présentées ici ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Elles ne font pas intervenir les mêmes gens. Dans la première, il y avait 2 personnes sur le quai et une dans le train. Ici, il y en a 2 dans le train et une sur le quai. En fait, quand on veut mesurer, quand on veut faire la mesure ici du deuxième type qui est ici, eh ben, il faut effectivement la faire de cette manière-là. Si vous mettez 2 bonhommes sur le quai, ça sert à rien. Ça, c'est pour vous. C'est pour juste les gens qui se posent des questions sur ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. C'est vraiment lié à ça, en fait. Le paradoxe des jumeaux, j'y reviendrai après si vous avez des questions sur ça. Mais c'est vraiment le fait que, du coup, si on a effectivement... je dis rien, sinon je vais m'embarquer dans 10 minutes dans un truc. Si vous avez des questions sur le paradoxe des jumeaux, on en parlera. J'en viens maintenant à un autre effet, peut-être un peu plus simple à comprendre, qui s'appelle l'aberration stellaire. L'aberration stellaire, c'est le fait que quand on regarde une étoile et qu'on est nous-mêmes en mouvement, ça semble changer la position apparente de l'étoile. Pour le comprendre, je vais faire une analogie beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitive. C'est celle de la pluie. Alors ici, je suis à Nice. Quand vous dites qu'il pleut ici, en général, c'est que vous avez reçu 3 gouttes. Moi, je vais vous parler de la vraie pluie, quoi, celle de chez nous en Savoie. Quand il pleut, ça pleut, quoi. Comme ça. Bon. Vous êtes sous une pluie battante, verticale, il n'y a pas de vent. Et si vous observez la chute des gouttes, vous voyez qu'elles viennent verticalement, donc depuis haut. Et si vous vous dites, tiens, c'est pas un nuage, imaginons que ça soit un pommeau de douche qui vous envoie ça, vous mettriez le pommeau de douche juste à votre verticale. La source des gouttes d'eau se trouve à votre verticale. Imaginez maintenant que sous cette même pluie, vous décidiez à avancer, à marcher. Vous avancez, vous allez vous apercevoir que les gouttes d'eau semblent arriver dans cette direction-là pour vous. Vous les prenez dans la figure. C'est d'autant plus vrai que vous allez vite. Vous avez tous fait ça avec la neige et une voiture, ça marche super bien. On roule dans la neige, on a l'impression que les flocons ils viennent carrément vers nous, la verticale. Bon, quand on marche, c'est pareil. Le fait de marcher, ça donne l'impression que les gouttes d'eau, elles arrivent comme ça vers vous, et c'est le cas. Hein. Vous avez en général le devant trempé et le derrière sec, voilà. Et si vous vous posez la question de où viennent les gouttes, du coup, comme elles arrivent avec cette direction-là, vous allez dire, je suis la direction dans le sens inverse, la source, elle est là-bas. À l'arrêt, la source des gouttes d'eau semblait être ici. Quand vous avancez, la source des gouttes d'eau semble être plus vers l'avant. Et ça, d'autant plus que vous avancez vite. Avec la lumière, c'est la même chose. Et ça, la relativité permet de l'expliquer quantitativement. Si vous avez une source de lumière au-dessus de vous, que vous ne bougez pas, un spot, paf, la lumière arrive comme ça. Si vous mettez à avancer dans cette direction-là, la lumière vous semble aussi venir de cette direction-là, et vous avez l'impression que la source de lumière, elle est vers l'avant. Ça, c'est un truc qui a été découvert très tôt dans l'histoire. Quand je vais vous dire la date, vous allez juste halluciner, quoi. Ça, on le sait depuis 1761. 1761. C'était observé par un gars qui s'appelle Bradley. Il cherchait autre chose, mais il s'est aperçu qu'au cours de l'année, la position des étoiles, en fait, on observe une même étoile. Toutes les étoiles font des ellipses dans le ciel comme ça. Ces ellipses, elles le parcourent en un an, en fait. Voilà, en un an, les étoiles font ça. Et la raison, c'est qu'on est nous-mêmes sur un vaisseau spatial qui s'appelle la Terre. On a le Soleil qui est là, on a la Terre qui est là. La Terre est en train de bouger sur son orbite. Donc de temps en temps, la Terre elle va par là. De temps en temps, la Terre elle va par là. Et si vous observez une étoile qui est au-dessus, la lumière, si la Terre était à l'arrêt, la lumière semblerait nous en provenir à la verticale. Comme la Terre avance l'été, par exemple, dans cette direction-là, on a l'impression que la source est décalée par là-bas. L'hiver, quand la Terre va dans l'autre direction, on a l'impression que la source est décalée dans l'autre sens. Et au cours de l'année, ça se traduit par un mouvement elliptique, qui traduit en fait le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ça, on le sait depuis 250 ans, en gros. Bon. Du coup, et j'en viens à Star Wars, parce que là, vous me demandez pourquoi il nous parle de tout ça. 1760, on est un peu loin de Star Wars. Dans Star Wars, vous avez une scène que vous avez tous vue, sauf Laurence. Ici, tout le monde l'a vue.
c'est celle-là. Du coup, je parlais, ça vous a... Non, vous l'avez vu. Hein. Quand on va en vitesse lumière, et qu'est-ce qu'on voit? Les étoiles, si vous regardez bien, les étoiles partent vers l'arrière, comme ça. Toutes font des traînées qui vont vers l'arrière. Ben non. Ben déjà, c'est tout pas possible hein, dans Star Wars. Mais ça, ce qui devrait se passer, c'est, comme le vaisseau acquit une vitesse de plus importante vers l'avant, comme ça, du fait de l'aberration stellaire, les étoiles devraient être concentrées de plus en plus vers l'avant. On devrait voir éventuellement des traînées, mais qui vont vers l'avant, pas vers l'arrière. Et à la limite, c'est qu'une fois que le vaisseau va très très vite, hein, toutes les étoiles qui sont autour de vous, quasiment, elles sont vers l'avant. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Si vous êtes dans un vaisseau qui va à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière, le ciel étoilé, il est juste là. Toutes les étoiles qui étaient derrière vous et tout ça, elles sont là. Vous ne croyez pas, hein? Et je vous mens pas en plus, c'est vrai ça. Alors maintenant, je vais venir au deuxième, à la relativité générale, la deuxième version de la relativité, qui nous parle, elle, d'espace-temps, de gravitation, et avec laquelle, finalement, vous êtes probablement plus familier dans les films de science-fiction, parce qu'il y a certains termes que vous avez entendus, vus, etc. Voilà, hyperjump, saut dans l'hyperespace, les portails dimensionnels, les tunnels, les trous de verre, voilà. Tout ça, c'est relié à, effectivement, cette théorie de la relativité générale. Et c'est de ça dont je vais parler maintenant. Je vais commencer par, j'allais dire un bon film, je sais pas pourquoi, non pas du tout. Justement, je vais commencer par Event Horizon. Il y en a qui l'ont vu ça? Ouais. Ah oui? Ok. Non mais d'accord, chacun sait. Alors la scène que je vais vous, je dis rien, je vous la montre. Encore une fois, j'ai mis les sous-titres en français en haut, c'est une traduction un peu libre. Excuse me. Pardon, en fait, ça commence pas au début. Event Horizon is the culmination of a secret government project to Event Horizon, create c'est a le nom d'un spacecraft vaisseau, ouais. capable of faster than light flight. Excuse me. Si vous avez suivi, effectivement, vous savez que non, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Relativity, yes, we can't break the law of relativity. We can go around it. The ship doesn't really go faster than light. What it does is it creates a dimensional gateway that Portail dimensionnel. allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away. How? Well, it's difficult to, it's all math. Try us, Doctor. Right, well, using layman's terms, use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons. These, in turn, fold space-time consistent with Weyl tensor dynamics until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity. Now, a singularity... Layman's terms. Well, fuck layman's terms. Do you speak English? Imagine for a minute that this piece of paper... No, excuse me. That's Vanessa and that's mine. Attractive piece of paper represents space-time, and you want to get from point A here to point B there. Now, what's the shortest distance between 2 points? A straight line. Wrong. The shortest distance between 2 points is 0, and that's what the gateway does. It folds space so that point A and point B coexist in the same space and time. When the spacecraft passes through the gateway, space returns to normal. It's called a gravity drive. How do you know all this? I built it. Alors, donc il est un peu long, mais il est assez riche cet extrait. Bon, alors vous voyez déjà l'interaction du scientifique avec les autres, qui n'est pas forcément pris très au sérieux, mais bon, il y a aussi des raisons dans ce cas-là, mais bon, bref. On vous expose ici à un moment une sorte d'analogie avec la feuille de papier. Elle est reprise dans plusieurs films, on verra aussi après ça. Mais donc l'idée que l'espace-temps, ça soit quelque chose qui puisse être courbé. Du coup, on a l'idée que ça puisse être que c'est quelque chose qui peut être déformé. Et donc, effectivement, cette idée de dire je vais aller d'un point A à un point B en pliant l'espace-temps et en mettant les deux points en correspondance, effectivement, elle a été exploitée dans pas mal de films et de livres, hein, d'ailleurs. Moi, le premier que je connais sur ça, c'est Dune, mais ça a probablement été fait avant aussi. Alors, évidemment, ce que disent pas les gens dans les films, c'est comment on fait pour courber l'espace-temps et amener ça de là à là. Moi, j'ai pas de plieuse à espace-temps et personne n'en a, en fait. Hein, donc, bon, mais imaginons qu'on puisse.
La première fois que j'ai vu ce film-là, avec l'œil du physicien, je me suis dit non mais là, bon, ils nous prennent vraiment pour des débiles. Tout le passage sur le champ magnétique, la singularité, il emploie plein de mots très techniques que les autres ne comprennent pas, et pour cause, c'est effectivement très technique. Et je me suis dit là, c'est juste, il essaye de nous enfumer, quoi. Je veux dire, le réalisateur, voilà. Il emploie des mots compliqués pour dire que de toute façon on ne peut pas comprendre, et puis du coup il peut dire un peu n'importe quoi. Et je me trompais en fait. Parce qu'en cherchant un petit peu, il y a effectivement des travaux de scientifiques, des scientifiques sérieux, qui se posent ce genre de questions. Alors le titre ici, ça veut dire en gros en français voyage interstellaire au moyen d'un trou de verre à propulsion à induction. Le nom, je vous rassure, il veut rien dire non plus en français, mais voilà. Donc il y a des mots importants dedans. Il y a voyage interstellaire, il y a trou de verre et il y a propulsion à induction. Bon. Et alors c'est un titre un peu tape à l'œil. Là, clairement, le gars, il voulait faire le buzz avec le titre, mais derrière ça, il y a effectivement un travail dans lequel il se pose la question, si je fais un champ magnétique important, ça va très probablement affecter la structure de l'espace-temps, ça c'est vrai. Et si ce champ magnétique affecte suffisamment la structure de l'espace-temps, il peut en quelque sorte le trouer, faire ce qui est appelé une singularité dans l'extrait qui est là, et aussi dans ce que je vais vous montrer, la page que je vais vous montrer juste après. Mais donc voilà, en faisant un champ magnétique suffisamment fort, on peut tellement déformer l'espace-temps qu'il aura à un moment une structure qui est celle d'un trou en quelque sorte, et du coup celle d'un tunnel. Voilà. Et il vous met quelques images ici, il illustre ça. Donc là c'est aussi assez tape à l'œil pour un scientifique. Bon, sa présentation elle est même à la limite de la présentation scientifique, mais ça on pourrait en reparler. Donc voilà, il imagine comme ça du coup un champ magnétique très important qui pourrait créer un passage entre deux régions différentes de l'univers. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un trou de verre. Et donc l'explication magnétique qui est donnée par le gars ici, par le scientifique, on retrouve en fait beaucoup de termes qu'utilise l'acteur. Beaucoup de termes qui étaient dans le travail que je vous ai présenté juste avant. Donc du coup, je pense qu'effectivement, la personne qui a fait ça s'est renseignée, est tombée sur cette page-là, et a été prendre des mots. C'était pas un scientifique, donc on lui demandait pas de refaire les calculs non plus, mais a été prendre des mots de cette explication, et du coup, je trouve ça plus convaincant. Alors un autre film dans lequel on a aussi... Dans beaucoup de films de science-fiction, vous avez le passage obligé du scientifique qui vient vous parler de science. Alors bon, avant, il était en blouse blanche et puis il était comme ça et puis il venait vous parler pendant un quart d'heure de physique. On comprenait rien, même les physiciens, voilà. Là, dans les films récents, c'est fait de manière un peu plus subtile. Dans Sunshine, en particulier, le scientifique, il est assez atypique. Je vous montre ici la scène dans laquelle le scientifique va finir par prendre la parole. Mais ce qui va m'intéresser tout d'abord, c'est vraiment le reste, c'est les autres gens qui ont besoin à un moment de faire appel aux scientifiques, qui vont lui poser une question, et je trouve ça assez intéressant de voir comment il se la pose. Ah oui, je me suis mis de la pub. Jingle. Alors si ce que je vous dis ici sur ça en particulier vous intéresse, dans la plateforme de blog Silog sur laquelle je participe, j'avais effectivement fait une analyse de Sunshine un peu longue. Voilà. Donc, bref, ding, fin de la séquence pub. Alors Icarus, vaisseau spatial, l'idée du film c'est qu'on va aller rallumer le soleil qui s'est éteint en mettant une bombe nucléaire dedans. Vous remarquez ici les phrases qui sont employées. On a quelque chose qui est entièrement théorique, c'est-à-dire on ne sait pas si ça va marcher. Je vais revenir sur cette équivalence entre ces deux notions. If we had 2 bombs, we'd have 2 chances. You're assuming we'd be able to pilot Icarus 1. Yes. Which is assuming that whatever stopped them completing the mission wasn't a fault or damage to the spacecraft. Yes. It's a lot of assumptions. It is. It's a risk assessment. The question is, does the risk of a detour outweigh the benefits of an extra payload? Bon, ils ont une question précise à se poser. Réaction d'un des personnages. We'll have a vote. No, we won't. We're not a democracy. We're a collection of astronauts and scientists. So we're going to make the most informed decision available to us. Made by you by any chance? Made by the person best qualified to understand the complexities of payload delivery. Our physicist. Voilà, lui c'est le physicien. Donc assez loin de celui qu'on a vu dans le film d'avant. Donc ici, alors tout d'abord, oui, j'avais dit que j'allais revenir sur ça. À un moment, on a une connaissance très théorique de la bombe, donc on ne sait pas si ça va marcher. C'est pas ça du tout que les physiciens ou les scientifiques appellent un truc théorique. Un truc théorique, c'est quelque chose qui est décrit par une théorie.
Voilà, il y a derrière un formalisme précis qu'on sait manipuler, qui a ses limites, qu'on connaît, qu'on a bien identifiées, et au sein de ces limites, on peut travailler dans la théorie, et la théorie nous prédit des choses. Et des choses théoriques peuvent être extrêmement précises, extrêmement certaines, précisément parce qu'elles sortent d'une théorie qui a été validée à de nombreuses reprises. Donc le mot théorique dans la bouche des scientifiques, c'est pas le même que dans la vie de tous les jours tel qu'il est employé ici. Par ailleurs, un truc que je trouve intéressant dans l'extrait qui est ici, c'est qu'ils ont effectivement besoin d'une expertise à un moment donné pour un problème précis, et ils se tournent vers la personne qui semble mieux qualifiée pour ça, le physicien. Bon, voilà. Et moi j'aime beaucoup la scène sur le vote. Alors c'est une vision extrêmement, ce qui est présenté, c'est une vision extrêmement idéalisée de la manière dont marche effectivement la science, mais effectivement la science n'est pas une démocratie. C'est pas parce que vous êtes 9 à dire un truc et qu'il y en a un qui dit le contraire que vous avez raison. Ça marche pas comme ça. On se présente des arguments, voilà, il y a une logique derrière, il y a éventuellement des faits expérimentaux qui viennent étayer telle ou telle affirmation théorique, mais voilà, ça marche par des échanges, ça marche par des démonstrations, les gens peuvent ne pas être d'accord, il y a même des questions qui n'ont pas de réponse, des gens qui pensent ceci, d'autres qui pensent cela, et on ne sait pas qui a raison, parce qu'on n'a pas encore la science, la théorie n'est pas assez avancée, ou les expériences ne le sont pas assez, voilà. Mais en aucun cas, on ne devrait avoir à voter dans une assemblée de scientifiques. Alors ça, je voulais vous montrer un truc sur l'aparté de l'image du physicien, mais si j'ai pas le son, ça va être nul. Je regarde s'il y a le son, et s'il n'y a pas le son, je passe. Et vous allez être hyper déçus. Ah non, c'est moche, je passe. Comme ça, vous irez voir la vidéo. Bref. Alors dans Sunshine, le scientifique, je ne sais pas pourquoi je remontre ça, pardon, c'est juste après, oui. Okay. Juste après cette scène-là, donc le scientifique à qui on a posé la question, le physicien, va aller dans un ordinateur faire une simulation pour répondre à la question. Est-ce qu'en gros on peut aller lancer 2 bombes dans le soleil pour le rallumer? Bon, bref. Et c'est cette scène-là que je veux vous montrer, c'est-à-dire celle qui vient juste après, voilà celle-ci. Donc ce qu'on voit ici, c'est une simulation numérique. Le physicien est en train de parler à l'ordinateur et lui demande des choses. Refait tel calcul. Ce qu'on voit ici, c'est la trajectoire du vaisseau spatial qui vient déposer la bombe. Donc il y a une grosse erreur de physique ici. Je ne vais pas en parler plus que ça, mais en gros, on a le vaisseau qui, une fois qu'il arrête ses moteurs, se met à s'arrêter à une certaine distance du Soleil, comme s'il arrêtait de tomber. Bah non, ça marche pas comme ça. De la même façon, la bombe ici est obligée d'allumer ses réacteurs pour s'envoyer vers le Soleil. Bah non. Ceux qui ont vu le gars de Red Bull se jeter du haut de son ballon, bah il n'avait pas de fusée. Hein. Il saute et il tombe. Bah là, c'est pareil. Bon. Bref, la bombe est en train de tomber du coup vers le Soleil, et c'est ce qui se passe maintenant qui va m'intéresser. L'ordinateur, en gros, fait un gros syntaxe error, ça marche plus. La simulation a atteint ses limites. Variable infinie. Between the boosters and the gravity of the sun, the velocity of the payload will become so great, space and time will become smeared together. Everything will distort, everything will be unquantifiable. You have to come down on one side or the other. I need a decision. It's not a decision, it's a guess. It's like flipping a coin and asking me to decide about whether it'll be heads or tails. And? Heads. Ça, je trouve ça aussi remarquable dans le film. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas dans ce film, beaucoup de choses que j'aime aussi, mais là, enfin, je trouve ça assez fort comme moment. Il y a un expert, un physicien, on lui pose une question et il dit « je ne sais pas ». Normalement, ça s'arrête là dans un monde idéal. Hein. Si l'expert ne sait pas, bah, personne ne sait quoi. Mais là, non, l'expert ne sait pas, mais on lui demande quand même. Parce que finalement, c'est toi l'expert. C'est toi qui dois nous fournir une réponse. Et on oblige le gars finalement à donner une réponse. Bon. Je ferme aussi cette parenthèse-là. La simulation s'arrête à un moment où l'ordinateur dit variable infinie, le temps, et puis après le gars commente, le temps et l'espace deviennent tellement enchevêtrés qu'on ne peut plus rien dire, etc. Et là, il y a une grosse confusion aussi, en fait. Il y a effectivement des objets dans l'univers pour lesquels ça se passe, pour lesquels si on s'approche trop, le temps et l'espace deviennent tellement enchevêtrés que ça devient compliqué. Ces objets, ça s'appelle des trous noirs. J'y reviendrai tout à l'heure. Le Soleil n'est pas du tout un de ces objets-là. Si vous lâchez un truc à la surface du Soleil, ça ne tombe pas très vite. Enfin, vous faites mal quand même, mais pas au point de pouvoir faire de la physique. Et le temps et l'espace ne deviennent pas autant enchevêtrés que ça. Et en particulier, on saurait très bien faire les calculs qui sont proposés ici dans la simulation. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Et l'autre point aussi sur lequel il se trompe, c'est que même si c'était autour d'un trou noir, effectivement, le temps, l'espace deviennent enchevêtrés, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien calculer, on sait très bien calculer. La théorie de la relativité générale nous dit très précisément ce qui se passerait si on envoyait un truc à la surface d'un trou noir et qu'on l'envoyait dans le trou noir. On le sait très bien.
Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est intuitif, mais on pourrait le calculer et on peut faire ça sur un ordinateur de bureau sans aucun problème. Ce sont des choses même qu'on apprend assez rapidement quand on fait de la relativité générale. Donc ici, je pense que le réalisateur, il a confondu le fait que lui, il ne comprenait pas certains aspects de la relativité générale avec le fait qu'on ne peut pas calculer certaines choses en relativité générale. C'est complètement différent. Et on ne lui en veut pas, hein, c'est pas son métier de faire des calculs. Lui, il est cinéaste. Hein, bon. Alors justement, je parle des trous noirs, donc je vais y venir. Je vais essayer de ne pas trop dépasser sur la suite non plus. Okay. Alors les trous noirs, quand on pense à trous noirs, très souvent on pense à ça, parce que c'est la représentation qu'on en voit très, très souvent. Et ah oui, je crois que j'ai remis un peu de publicité. Moi, j'aime pas du tout cette représentation-là, pour des raisons, je ne vais pas prendre le temps de l'exposer ici, mais ce sont d'excellentes raisons. C'est là. Bref. C'est nul ça comme représentation. Bref, un trou noir, ça peut être représenté quand même comme ça, si on veut. Bon. Et on le voit effectivement représenté comme ça dans des films. Dans le film Le Trou Noir, un film de Walt Disney, produit par Walt Disney, de Gary Nelson, 1979, effectivement, on nous montre un trou noir ici. C'est une sorte de gros tourbillon. Quelqu'un a enlevé la bonde de l'espace et l'eau de l'espace est en train de s'écouler dans un trou. Voilà. Et le vaisseau, en fait, est à un moment capturé par ça, essaye de s'en échapper. Bon. Un trou noir, ça ne ressemblerait pas du tout à ça. Un trou noir, alors je vais quand même vous dire en deux mots ce que c'est. Un trou noir, c'est un objet qui est extrêmement dense. La masse est concentrée dans une région de l'espace suffisamment petite pour que rien ne puisse s'en échapper. En fait, quand vous avez une planète, par exemple, imaginez une planète, la Terre, voilà, pour s'en échapper, si vous voulez vous échapper de la Terre en sautant, il faut vous lancer avec une certaine vitesse. Bon, c'est peut-être pas un très bon exemple, il faut sauter particulièrement vite pour s'échapper de la Terre. Mais si vous voulez vous satelliser, il faut sauter avec une grande vitesse. Ça s'appelle la vitesse de libération, ça. À masse donnée, plus la planète est petite, donc plus elle est concentrée, plus cette vitesse de libération devient importante. Plus il faut sauter fort pour effectivement sauter vite pour s'échapper de la planète. Et alors c'est aussi le cas quand on fait de la relativité restreinte. Là, on peut le montrer très facilement avec la mécanique newtonienne, mais c'est aussi le cas en relativité. Et on peut montrer que si effectivement l'objet est suffisamment dense, eh ben, la vitesse de libération devient plus importante que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Même si vous envoyez de la lumière, en gros, elle ne va pas sortir de l'objet. Or, comme rien ne peut aller plus vite que la lumière, c'est-à-dire que rien ne peut s'échapper de l'objet. Un trou noir, c'est ça. C'est un objet. Donc le noir, il vient de là. C'est noir parce que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière, donc ça ne luit pas directement. Mais du coup, c'est pas du tout un trou, hein, ça ressemblerait plutôt à ça, pour les gens qui ont vu le film Interstellar. Voilà à quoi pourrait ressembler un trou noir. Alors, je vous dis que ça brille pas, puis je vous montre un truc super brillant, donc là, on comprend rien. Bon, le trou noir, c'est le machin noir au centre, là. Ce qu'on voit ici, en brillant, c'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion. Il faut imaginer un disque, un peu comme les anneaux de Saturne, hein, c'est vraiment ça. Vous avez le trou noir au centre, et puis un disque autour, qui est brillant. Et on le voit ici d'une manière très bizarre, il a l'impression d'être au-dessus, en dessous, sur le côté, mais non, pas du tout. Il est vraiment juste dans le plan quasiment perpendiculaire à vous. Et la raison pour laquelle on le voit comme ça, c'est la suivante. Vous avez le trou noir qui est ici, vous avez l'anneau qui est comme ça, et ce que vous voyez en haut, c'est l'arrière de l'anneau. En fait, la lumière qui est émise de l'arrière de l'anneau, je vais mettre de côté comme ça vous verrez mieux, nous on est là-bas, l'arrière de l'anneau est ici, on pourrait se dire, elle ne nous parvient pas parce qu'elle est bloquée par le trou noir. Pour des trous noirs qui ont des champs gravitationnels importants, on peut montrer que en fait, le trou noir dévie la lumière. Il a un effet qu'on appelle de l'antigravitationnel. Et donc la lumière qui est émise dans cette direction-là et qui en temps normal ne nous atteindrait pas, elle est déviée comme ça, elle est ramenée vers nous. Et du coup, on voit effectivement ce qu'il y a derrière. C'est ce qui est là-bas. La lumière, elle peut aussi d'ailleurs faire plusieurs tours. Hein. Elle peut venir de derrière, faire un tour du trou noir et puis revenir vers nous. C'est pour ça que vous voyez ça là. Ça là, c'est l'anneau, mais la lumière qui a fait un tour. Celle-là, elle a fait 0 tour, elle vient juste de derrière. Voilà. Donc c'est un peu complexe, hein, la manière de l'optique autour d'un trou noir, c'est vraiment quelque chose de complexe. Et là, encore une fois, ça se calcule. Alors je vous montre juste la scène de Interstellar dans laquelle on voit effectivement passer le trou noir. Ah oui, il y a un autre truc qui est vachement bien aussi. Si ça vous intéresse, hein, il y a un truc qui s'appelle le quart d'heure insolite. C'est des vidéos je vous laisse deviner la durée, 20 minutes en fait, que je fais à la fac, hein, pendant le midi, je le filme, je le mets sur internet et je parle de trucs rigolos. Donc il y en a un qui est consacré à Interstellar. Donc si la physique d'Interstellar vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Bref.
Alors donc je vous parlais de ces disques d'accrétion. Là, en fait, on sait depuis longtemps comment calculer, comment apparaissent ces disques, comment devraient apparaître ces disques. Donc Jean-Pierre Luminet, par exemple, en 1979, avait écrit dans la revue scientifique renommée Astronomie and Astrophysics quelque chose qui s'appelle donc l'image d'un trou noir sphérique avec un disque d'accrétion fin. Ce sont des calculs, c'est vraiment un article de physique, mais il met des images. Donc ça, c'est une photographie simulée d'un trou noir sphérique avec son disque d'accrétion, et vous voyez quelque chose qui ressemble pas mal à ce que j'ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà. C'était ça là dans Interstellar, ça c'est les images de Jean-Pierre Luminet. Donc c'est quelque chose ça qu'on sait depuis longtemps, hein. C'est pas les gens d'Interstellar qui ont inventé ça du tout. Et voilà, c'est le prétexte pour Jean-Pierre Luminet dans cet article de faire de la physique, de montrer comment se propage la lumière, de dire des choses intéressantes sur la manière dont se propage la lumière autour d'un trou noir. Plus récemment, Kip Thorne, un grand nom de la relativité, un grand théoricien de la relativité, a aussi écrit un article du même style dans la revue American Journal of Physics. Je vous mets ici simplement la première page, voilà, qui s'appelle Visualiser le trou de verre de Interstellar. En fait, Kip Thorne, c'est un physicien qui a été conseiller scientifique sur Interstellar. Et en gros, il s'est fait plaisir, quoi. Enfin, on lui a demandé de venir donner son avis sur un film dans lequel il y aurait des trous de verre. Et voilà, il s'est éclaté, il a fait de la physique, et il a effectivement repris des calculs, raffiné certains calculs, montré comment on pouvait faire certains calculs plus rapidement aussi pour pouvoir en faire un film, vraiment. Et du coup, dans Interstellar, beaucoup d'images que vous voyez sont des images calculées à partir de ce qu'a fait Kip Thorne. Donc ce ne sont pas juste des images de synthèse avec quelqu'un qui a pris son pinceau et puis qui aurait mis un disque d'accrétion, non. C'est un disque d'accrétion qui a été modélisé, et puis on s'est posé la question comment la lumière se propage là-dedans et quelle apparence ça devrait avoir. Entrez, hein. Mikasa et Sokasa. Ok, pour l'entrée discrète, c'était raté du coup. Là. Comment mettre les gens à l'aise. J'arrête. Et j'arrête de dire j'arrête aussi, parce que j'arrête pas en fait. Et dans cet article, on vous montre, voilà, donc on vous montre ici, ça c'est censé être une nappe d'espace-temps, c'est un trou de verre qui connecte deux endroits différents dans l'univers. Ici, vous avez le ciel local de la caméra, donc il se pose vraiment dans cet article la question, si je mets une caméra ici, qu'est-ce que je vois, hein? En fait, qu'est-ce que je vois quand je regarde d'une part autour d'un trou noir, mais aussi à l'intérieur d'un trou de verre. C'est vraiment ça le sujet central de Interstellar. Et il vous montre des images comme ça, qui sont effectivement calculées, hein, pour le coup. Donc il explique là dans la légende de la figure tirée de l'article dont j'ai parlé comment ça a été fait. Et voilà, si on regarde à travers un trou de verre, on verrait par exemple ici la planète sous cette forme-là. Bon. Pour ceux qui ont vu le film, vous êtes familiers avec ces images-là, elles y sont en version animée. Alors je tiens à vous montrer cette scène aussi. Interstellar, vous allez vite comprendre pourquoi. Si vous vous souvenez plus, vous avez vu le film, mais quand vous allez voir la scène, vous allez comprendre pourquoi je vous montre. Donc là, c'est le moment où ils arrivent effectivement à proximité de ce fameux trou de verre. That's it. That's the wormhole. You say don't spread it, Ron. It's a sphere. Well, of course it is. What you thought it would just be a hole. No, it's just that all the illustrations I've ever seen, the illustrations. I'll show you how it works. Donc là, ils pensent dans les illustrations, ils pensent à l'entonnoir que je vous ai montré depuis tout à l'heure. There, but it's too far. Ça vous dit quelque chose, ça? So a wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite en fait. On a l'impression qu'ils pompent sur le film de tout à l'heure, mais pas du tout. To show that, they turn three-dimensional space into two dimensions, which turns a wormhole into two dimensions. The circle. What's a circle in three dimensions? On a l'impression qu'il parle un débile là, mais. Sphere. Exactly. A spherical hole. But who put it there? Voilà. Ce que je trouve intéressant là, c'est vraiment qu'ils expliquent finalement le fait que le coup du trou dans le papier, là, c'était vraiment qu'une analogie, qu'on vit dans un espace tridimensionnel, et que du coup l'objet là qu'on est en train de regarder, si c'était un trou noir, ça serait une sphère, mais là c'est pareil, ce trou de verre, c'est pas un tunnel hein, au sens tridimensionnel. C'est une sphère, on rentre dedans et on ressort dans une autre sphère, dans un autre endroit. Ça c'est, alors je dis ça comme si c'était facile, non, c'est pas évident de transposer l'analogie bidimensionnelle à l'espace 3D, parce qu'on n'a pas l'habitude de raisonner dans des espaces tridimensionnels tordus. On vit pas dans un monde de ce type. Voilà. Alors ça, si vous le voyez au cinéma avec un son correct, c'est joli. Hein. Ok. Alors quelques mots sur Kip Thorne.
dont j'ai mentionné, le gars qui a fait les calculs là. Donc j'ai remis sa date de naissance un peu dans l'histoire de la physique. Donc il est né lui en 1940. Donc à une époque, en fait entre 1915 et 1960, en gros il se passait pas grand-chose. C'est assez surprenant la relativité générale. Je vous la fais court. En 1915, Einstein écrit les équations de la relativité générale, POF. En 1919, un Anglais, le grand astronome anglais Eddington, fait une expérience qui montre qu'effectivement que la relativité générale est correcte, en gros. À ce moment-là, Einstein devient une superstar, mais vraiment une superstar. C'est à partir de 1919 que les gens connaissent le nom d'Albert Einstein et l'associent tout de suite comme un génie de la physique. Voilà, avant, ce n'était pas le cas. Et ensuite, il y a un grand désert jusqu'aux années 60 du point de vue de la relativité générale. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Les physiciens s'y intéressent plutôt comme une curiosité mathématique, mais il n'y a pas tellement d'endroits dans l'univers autour de nous où ça joue un grand rôle. Donc voilà. Bon. Et c'est dans les années 60 qu'il y a une renaissance de ça, pour plusieurs raisons. Je ne vais pas y revenir ici, mais des raisons à la fois expérimentales, théoriques et culturelles. Et lui, Kip Thorne, c'est vraiment un des gars qui a participé à ça. Donc il avait 20 ans à cette époque-là, voilà, et il s'est mis tout de suite à faire de la relativité générale. Et c'est une des personnes qui a fait que ça a refleuri et c'est devenu aujourd'hui quelque chose de vraiment énorme. Pour les gens qui font de la relativité générale, qui l'ont apprise, comme moi, voilà, Kip Thorne, moi ça m'évoque ça. Ça c'est la couverture d'un bouquin, Gravitation, qui date de 71 ou 72, je ne sais plus exactement, mais en gros voilà. C'est un bouquin qui est comme ça, donc voilà, ça vous parle de gravitation, mais ça vous le montre aussi. Vous faites tomber le bouquin sur votre pied, c'est bon, vous avez compris le premier chapitre, sans problème. Bon. Et les deux autres noms de ce bouquin, c'est Charles Misner et John Archibald Wheeler. Et John Archibald Wheeler, c'est aussi quelqu'un dont le nom est associé fortement à la relativité générale. Donc c'était vraiment un très très grand physicien. Il y a vraiment des anecdotes très belles sur lui, mais c'est en particulier le gars qui a inventé le mot trou noir et qui a inventé le mot trou de verre. Voilà. Il n'avait pas qu'inventer des mots, hein, mais voilà, il est en partie connu pour ça. Bon. Non, j'aime pas quand j'appuie, il se passe rien. Parce qu'il faut appuyer où il faut. C'est ça le truc. Alors, dans Interstellar, il y a aussi un effet de dilatation temporelle, mais qui est très différent de celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, là, pour l'instant, regardez pas la formule, elle vient un petit peu trop tôt. Dans le film, à un moment, les personnages doivent aller sur une planète au voisinage d'un gros trou noir, et ils sont embêtés par le fait que quand ils vont sur la planète, le temps s'écoule de manière différente de l'extérieur, et en particulier quand il s'écoule, enfin plus précisément, quand il s'écoule 1 heure sur la planète, il s'écoule 7 ans à l'extérieur. Donc bon, ils n'ont pas envie d'y rester trop longtemps. En gros, c'est ça le truc. Et ce qui est intéressant dans le film, moi, ce qui m'intéresse dans ce film-là, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose, cet effet-là de dilatation du temps. Ah pardon, je vous ai pas dit pourquoi en fait, donc vous comprenez rien. Je reviens en arrière. Le temps s'écoule différemment sur la planète 2 à l'extérieur, pour la raison suivante, c'est parce qu'il y a un champ gravitationnel dû au trou noir. Et ce que prédit la relativité générale, c'est qu'en présence d'un champ gravitationnel, le temps s'écoule différemment. Je vais le dire autrement, un champ gravitationnel affecte le passage du temps. Et ça, c'est en particulier vrai à proximité de grosses masses, de trous noirs. Et donc, dans la situation que propose le Interstellar, on est effectivement dans cette situation. Et là encore, ce qui est amusant, c'est qu'on peut calculer aussi l'effet. On nous donne tous les chiffres dans le film. On nous dit, voilà, il se passe 1 heure sur la planète et 7 années à l'extérieur. Paf, ça fait un facteur 60 000. Si vous divisez 7 années, il y a 60 000 heures dans cette année. Voilà. Donc ça veut dire que le facteur, on le connaît, et or le facteur, il est déterminé par une quantité physique. Quand on fait de la relativité générale, c'est aussi un truc qu'on calcule facilement. On a un facteur de ce type-là, où le RS ici, le nom technique c'est le rayon de Schwarzschild, mais en gros c'est la taille du trou noir, et R c'est la distance à laquelle on se trouve du trou noir. Le facteur ici, dilatation du temps, si vous le connaissez, eh ben vous pouvez calculer le rapport qui est ici. Et on peut le faire avec le 60 000 qui est ici, je l'ai fait pour vous. On trouve que la distance à laquelle on se trouve du trou noir, c'est la taille du trou noir fois ce nombre-là. Autrement dit, si le trou noir il fait 1 km de diamètre, vous en êtes à 1,0000000 km du centre. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement proche de la surface en fait. Ici, je ne sais pas combien il y a de zéros, mais là, si c'est kilomètres, là on a les mètres, les millimètres, les microns, voilà, vous êtes à 1 micron de la surface du trou noir si vous voulez avoir le facteur 60 000 qui est ici. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le film. Voilà, la planète elle est là-bas, le trou noir est ici, vous voyez que la planète elle est en gros à une distance qui est égale à 2 fois le rayon du trou noir ici, en gros, à la louche. Si on voulait un effet, effectivement, dilatation des temps de 60 000, il faudrait que la planète elle soit carrément collée à la surface du trou noir. Bon, là, on ne lui en veut pas
à Christopher Nolan, mais voilà, c'est juste pour dire que si ça nous amuse, on peut effectivement vérifier un certain nombre de calculs qui sont proposés dans ce genre de film. Et alors il y a d'autres choses dans le film de Christopher Nolan qui sont vraiment intéressantes pour le physicien parce qu'elles sont suggérées et pas dites. Et voilà, c'est toujours plus fun que le gars qui est là en blouse et puis qui va vous dire attention, il y a un truc, ça s'appelle les effets de marée, voilà. Non, Christopher Nolan, il fait pas ça, il nous en parle même pas. Il nous montre quelque chose. Sur la planète, vous avez cette planète près du trou noir, vous avez des vagues énormes qui viennent de temps en temps et qui menacent d'ailleurs à un moment le personnage. Bon. Il explique pas pourquoi il y a des vagues comme ça dans le film. En fait, quand on est physicien, on sait. C'est parce que quand vous avez comme ça une planète qui se trouve à proximité d'une masse importante, la gravitation d'un côté de la planète, en gros, est beaucoup plus forte que la gravitation de l'autre côté. Bon, ça s'appelle ça l'effet de marée. C'est ce qui est responsable sur Terre d'ailleurs des marées, des masses d'eau autour de nous. Hein. Et ben voilà, quand on est à proximité d'une masse vraiment très importante, ces effets de marée sont encore plus importants que sur Terre et peuvent être vraiment de cet ordre-là. Donc ces grandes vagues ici qui passent et qui viennent balayer la planète régulièrement, elles sont dues au fait qu'on est à proximité d'un trou noir. Donc ça, c'est un effet de physique que visiblement Christopher Nolan a compris. Un truc rigolo aussi qui m'a amusé dans ce film, c'est le tableau noir. Vous vous rappelez du tableau noir de tout à l'heure, Croisière sidérale, avec deux pauvres formules qui se battaient en duel. Bon bah là, voilà, Interstellar, c'est autre chose. C'est des tableaux du coup qui ressemblent plus à ceux de Big Bang Theory, hein, mais qui sont un peu plus construits. Et en fait, les tableaux qui sont ici, ils ont été écrits par effectivement Kip Thorne, le physicien dont je vous ai parlé. Et si on regarde dans le détail les équations qui sont au tableau, ce sont effectivement des équations qui correspondent à quelque chose. Il y a des gens sur Terre qui comprennent ces équations et qui peuvent les écrire. Vous l'effacez, ils vont vous réécrire les mêmes de tête. Voilà. J'exagère un peu, mais... Alors là, c'est pareil. Je pense que le réalisateur s'amuse parce qu'il n'y a aucun intérêt à mettre des vraies ou des fausses formules au tableau. Je pense que pour 99% des gens, on s'en fout un peu, mais voilà, c'est quand même rigolo de vérifier que c'est le cas. Et la dernière chose dans Interstellar qui aussi me plaît beaucoup, j'ai dit que j'aimais bien comme film. Je sais plus. Hein. Ouais, j'aime bien. C'est la visualisation de l'espace-temps. Une des premières choses dont je vous ai parlé dans cette conférence, c'est le fait que la relativité nous pousse à raisonner dans un espace qui a 4 dimensions, et ça, on est incapable de le visualiser. Vous, non, moi non plus, les physiciens non plus, voilà, c'est juste, on n'est pas câblé pour ça, probablement. Bon. Donc si on veut se le représenter, il faut tricher un petit peu. Une manière habituelle, c'est de dire, bah, tiens, on va enlever 2 dimensions, et du coup, ce truc à 4 dimensions va devenir bidimensionnel. Ça, c'est la figure que j'aimais pas tout à l'heure en forme d'entonnoir là que je vous ai montré, c'est typiquement ça, voilà. C'est une manière de faire. Christopher Nolan, lui, il prend une autre option. Il garde une dimension temporelle, il enlève une dimension spatiale et il nous fait nous promener dans une structure tridimensionnelle, comme dans le monde dans lequel on vit, mais une des dimensions, c'est le temps. Et du coup, le personnage peut avancer dans le temps comme moi j'avance sur l'estrade ici. Donc il peut avancer, reculer. Et pour ceux qui ont vu le film, vous vous rappelez très certainement de la fin du film dans ce qui s'appelle le Tesseract ici, où vous avez le personnage qui avance effectivement, qui regarde une même scène et qui va piocher temporellement ce qui l'intéresse pour interagir avec la personne d'ailleurs qui se trouve dans la pièce. Mais voilà, vous avez ici une manière qui en plus est visuellement... réussi. Alors après c'est une affaire de goût, mais moi je trouve ça en plus assez joli la manière dont c'est fait. Voilà, il arrive à nous faire une proposition de visualisation de l'espace-temps qui est à la fois jolie et qui nous permet effectivement un petit peu de raisonner et de se promener dans cet espace dans lequel figure le temps. Alors Christopher Nolan et le temps, c'est une histoire, c'est une histoire assez récurrente. Hein. Non seulement j'aime bien Interstellar, mais j'aime bien ce que fait Christopher Nolan en général. Donc, il avait commencé avec Memento, où donc là le terme du temps est présent via la mémoire, hein, pour ceux qui ont vu le film, et le montage du film en particulier, on voit bien que le temps est omniprésent là-dedans. Le film Inception, dans lequel vous avez des échelles de temps qui s'enchevêtrent, hein, des gens qui rêvent, et dans leurs rêves, le temps s'écoule beaucoup plus lentement. Hein. Il y avait déjà cette idée du temps qui s'écoule lentement, donc il s'est probablement posé la question après, mais comment on fait ça dans la vraie vie en fait? Parce que j'arrive pas à faire des gens qui rêvent et dans des gens qui rêvent, donc voilà, je vais aller dans l'espace, et du coup il a fait Interstellar. Moi je suis extrêmement curieux de savoir ce qu'il va y avoir là du coup, j'en ai aucune idée, mais je suis impatient.
En fait, ça, du coup, ça clôt la conférence. Je vais m'arrêter ici. J'ai juste mis quelques liens ici pour voilà, si ça vous intéresse ce genre de discussion sur des choses liées à la physique, vous avez une page sur Facebook qui s'appelle Dictionnaire de physique pour des raisons que vous allez comprendre si vous allez dessus. Je vous invite à chercher le quart d'heure insolite sur YouTube aussi. Donc ce sont des conférences entre un quart d'heure et une demi-heure qui parlent de trucs parfois rigolos, qui veulent être rigolotes, c'est pas forcément les plus drôles. Et ce blog ici qui s'appelle Signal sur bruit sur lequel j'interviens aussi de temps en temps. Je m'arrête ici pour la conférence. Je vous indique simplement ça en fond pour s'il y en a qui veulent prendre des notes. J'avais fait une conférence ici du même type l'an dernier sur l'apesanteur dans les films de science-fiction et ça avait donné lieu à jumeaux, effectivement, si je peux en dire un mot. Donc le paradoxe des jumeaux, c'est le suivant. On imagine, c'est traditionnellement présenté comme ça. Vous avez sur Terre deux jumeaux, voilà, et il y en a un qui décide d'aller dans l'espace, faire un voyage à grande vitesse. Hop, il fait son voyage, il revient sur la Terre. D'après la relativité restreinte, la personne qui a fait son voyage, donc qui était dans un vaisseau à grande vitesse, revient en étant plus jeune que son frère. Ça, c'est tout ce que j'ai montré au cours de la conférence. Ça, en soi, c'est pas un paradoxe. C'est un effet relativiste qui est effectivement montré, prouvé, il n'y a pas de souci avec ça. Le paradoxe, c'est le suivant. Si on se dit, mais attention, maintenant, si moi, je me mets du point de vue du voyageur. Le voyageur qui raconte l'histoire, lui, c'est moi, je n'ai pas bougé, moi, je suis resté dans ma fusée. Et ce qui s'est passé, c'est la Terre, tout d'un coup, s'est éloignée de moi, a fait un long voyage à grande vitesse et est revenu. Et du coup, si lui fait de la physique et analyse ça comme ça, il va se dire, c'est l'autre personne qui a voyagé, donc c'est l'autre personne qui revient plus jeune que moi. Et on a l'impression qu'en analysant un même problème de deux points de vue différents, on arrive à deux conclusions opposées. Et or, quand ils se rencontrent, il y en a forcément un qui est plus jeune que l'autre, ou ils ont le même âge, mais on ne peut pas avoir à la fois A plus jeune que B et B plus jeune que A. C'est ça le paradoxe des jumeaux. Et il est résolu de manière, c'est un peu subtil. En fait, la deuxième façon de voir n'est pas valide dans le cadre de la relativité restreinte. Vous ne pouvez pas vous mettre dans le référentiel du gars qui voyage, parce que vous êtes dans un référentiel qui est accéléré. En fait. Donc pour faire l'analyse depuis le point de vue du voyageur qui n'est pas à vitesse constante, il faut ajouter d'autres choses et on retombe en fait sur nos pieds. C'est effectivement celui qui a voyagé qui à la fin est plus jeune que son frère. Ça répond à votre question ? Elle sert à des milliards d'endroits, quoi. Personne fait de la physique sans relativité, c'est complètement faux. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la relativité pour... Pardon ? Non, alors l'histoire des jumeaux, avec des vrais jumeaux, on n'a jamais envoyé les Bogdanov dans l'espace pour faire l'expérience, mais on a envoyé des horloges, c'est pareil. Et ça marche avec des horloges. Alors quand même, pour rebondir sur le fait que c'est utilisé, il y a une application qui utilise la relativité générale et tous ces effets de distorsion du temps, qui est extrêmement courante et commune, c'est le GPS. Le GPS, ça marche en recevant, vous avez un capteur qui capte les signaux qui viennent de différents satellites et qui regarde l'écart de temps entre les signaux reçus. Si vous avez une balise GPS qui est plus loin qu'une autre, vous allez recevoir le signal avec un certain décalage. Si vous faites les calculs bêtement, entre guillemets, en calculant les temps, en prenant la distance et en divisant par la vitesse de la lumière, vous allez vous tromper complètement. Et le GPS, s'il faisait juste ça, il dériverait de quelques kilomètres en quelques minutes. Donc ça serait inutilisable. Il faut tenir compte de la relativité restreinte et de la relativité générale, d'ailleurs, de ces effets de distorsion du temps et de l'espace, pour faire marcher le GPS. Donc toutes les puces GPS ont à l'intérieur un cœur qui calcule les effets de relativité générale avec des équations de relativité générale. Donc c'est pas du tout simplement une théorie entre guillemets. Voilà. Non, pas beaucoup de gens le savent. Oui. Alors pour une voiture qui se déplacerait à 100 km/h, ça serait plus petit que la taille d'un atome. Donc c'est effectivement aux ordres de grandeur usuels, on s'en fiche complètement. Voilà. Quand on commence à... Là, il y a un phénomène en physique dans lequel on le voit très bien, je vous le raconte parce que tu me poses la question. On observe, il y a des particules qui nous viennent de l'espace, qui s'appellent les rayons cosmiques, qui viennent taper sur l'atmosphère terrestre. Quand vous êtes un rayon cosmique, l'atmosphère, c'est un truc assez dense et solide en fait. Pour nous, on peut faire ça sans problème, mais quand on arrive à une grande vitesse, c'est quasiment insolite, quoi. Donc, les rayons cosmiques qui arrivent en haut de l'atmosphère viennent taper sur le haut de l'atmosphère, font des réactions nucléaires, et produisent des particules. Parmi les particules qui sont produites, il y a des particules instables. Un truc, je vous donne le nom, ça s'appelle des muons. Des muons qui sont produits. Or, un muon, c'est une particule, on en fait aussi en laboratoire facilement. Un muon, ça vit 1 microseconde. En gros, en moyenne, si vous avez un muon, vous avez de fortes chances qu'au bout d'1 microseconde, il se soit désintégré.
Si on fait le calcul de ça, on s'aperçoit que les muons qui sont créés en haut de l'atmosphère terrestre, en prenant en compte l'épaisseur de l'atmosphère terrestre, en 1 microseconde, ils n'ont pas du tout le temps d'atteindre la surface de la Terre. Ils n'ont pas le temps. Or, ces muons, on en observe plein. Ils arrivent quand même sur la surface de la Terre. La manière de comprendre ça, c'est la relativité restreinte. C'est parce que ces muons, ce sont des sortes d'horloges qui ont 1 microseconde à vivre. Et nous, on les voit arriver à grande vitesse. Ils ont une grande vitesse par rapport à nous. Donc, ce sont des horloges qu'on voit marcher beaucoup plus lentement, à un facteur 100 ou 1000 fois plus lent que si on était assis sur le muon. Donc, du coup, c'est pas 1 microseconde pour nous qu'ils ont à vivre, mais c'est 100 microsecondes ou 1000 microsecondes. Et ça leur donne largement le temps d'arriver à la surface de la Terre. Et là où c'est rigolo, c'est si on peut se dire, mais oui, mais là vous savez bien votre histoire, mais si moi je m'assois sur le muon et je considère la même expérience, j'ai effectivement 1 microseconde à vivre, j'ai pas le temps d'atteindre la Terre. Et si, parce que du coup la Terre pour vous c'est quoi? C'est un truc qui est en train d'arriver vers vous à grande vitesse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les objets qui se déplacent sont comprimés. Donc la Terre que vous voyez, elle est comprimée dans le sens du mouvement d'un facteur important, 100 ou 1000, le même facteur que tout à l'heure. Et donc ce n'est pas l'épaisseur habituelle de l'atmosphère terrestre qu'il faut traverser pour le muon, mais 1000 fois moins, 100 fois moins. Et donc il a effectivement aussi le temps d'atteindre le sol. On obtient le même résultat en faisant les deux raisonnements depuis 2 points de vue différents. Heureusement. Ah, ça répond à votre question du coup? Okay. Oui, alors, il n'y a aucun problème avec la vitesse. En fait, quand tu vas... Le problème, c'est vraiment le point fondamental. La vitesse, ça ne veut rien dire, en fait. Aller vite, ça ne veut rien dire. C'est aller vite par rapport à quelque chose. Donc, si tu te mets dans un vaisseau spatial et que par rapport à la Terre, tu vas à 0,99 fois la vitesse de la lumière, toi, depuis l'intérieur du vaisseau, il ne va rien se passer. Hein. C'est comme quand tu es dans le TGV et puis il n'y a pas spécialement de secousse. Tu n'as pas forcément l'impression que ça bouge beaucoup, tu peux faire des petites dépenses de physique, ça va trouver le même résultat que si tu les fais sur Terre. Ce qui est plus difficile, ce qui est difficile à encaisser, c'est les accélérations pour le corps humain. Parce que là, ça te colle effectivement ça te colle au sol en fait, hein, donc il ne faut pas des accélérations trop grandes. Mais on peut imaginer, ça a été imaginé, hein, que des vaisseaux spatiaux soient accélérés faiblement, c'est-à-dire avec des faibles intensités, des moteurs qui marchent tout doucement, mais pendant très longtemps. Du coup, ça t'accélère, ça ne te colle pas spécialement fort au sol, mais tu finis par acquérir des vitesses qui sont importantes. Et on peut imaginer comme ça, de manière complètement théorique, du coup, traverser la galaxie en quelques semaines. Oui. C'est ça, il faut accélérer pendant plusieurs années, il faut laisser les moteurs allumés. Du coup, on peut atteindre des vitesses qui sont assez rapidement proches de la vitesse de la lumière en fait. Donc, si vous allumez pendant 15 jours un réacteur qui vous donne une accélération de 1 demi-G, on va dire, la moitié de l'accélération terrestre, bon, ça reste supportable. Voilà, en quelques jours, effectivement, vous aurez, genre 1 semaine ou 2, vous aurez atteint l'autre bout de la galaxie. Donc il suffit de laisser les moteurs allumés pendant le temps que je viens de dire, 15 jours, quoi. Et j'insiste sur le fait que ce dont je vous parle là, c'est pas du tout spéculatif. Hein. C'est des choses qui sont effectivement vérifiées quotidiennement dans plein d'expériences. Ce qui est bizarre, c'est que c'est très loin de notre sens commun, de notre expérience quotidienne. Et c'est ça la grande leçon de la physique moderne, j'ai envie de dire, c'est que voilà, on vit dans un monde qui n'est pas intuitif. Et ça, c'est toujours la difficulté, quand je parle même à mes étudiants, mais aussi dans des conférences comme ça, il y a toujours un mur. Hein, voilà, ouais, vous êtes physicien, vous nous parlez de vos trucs de physicien, des fois on n'y comprend rien parce que vous n'êtes pas clair, voilà, puis des fois de toute façon on s'en fout, ces trucs on n'y arrivera jamais. Nous, on est dans notre monde à nous où ce que vous nous dites, ça ne marche pas. Mais si, je suis en train de vous parler du monde dans lequel on vit, quoi, vraiment. C'est ce monde-là, c'est le monde. Je vais être gourou, moi. Alors, je connais pas, je suis pas la meilleure personne pour dire ça. Moi, je ne connais pas personnellement d'idées qui seraient nées en science-fiction, qui auraient inspiré un physicien pour qu'il développe une théorie. En revanche, il y a plein de cas où des écrivains de science-fiction avaient imaginé quelque chose qui s'est ensuite trouvé être conforté par des théories, effectivement. Voilà.
Donc, on peut penser au rayon de la mort, par exemple, le truc dans les années 30, les années 1930-1940. Vous avez plein de romans de science-fiction qui font appel à un rayon de la mort. Voilà, un truc, la lumière condensée qui fait un... Voilà. En 1960, on invente le laser, on découvre le laser, un effet laser. C'est venu après. Mais la personne qui a découvert le laser ne s'est pas du tout inspirée du rayon de la mort. Voilà. Des exemples comme ça, il y en a plusieurs, mais plus précisément de gens qui se sont vraiment inspirés, j'en connais pas. Mais là, vous pouvez demander aux responsables du festival, là, à Hugo ou à Eric Pichol. Eux, ils connaissent vraiment bien la littérature et ils pourront peut-être vous donner des exemples plus précis de ça. Peut-être que je me trompe, que ça existe en fait. Vous avez d'autres questions ? Il faut qu'on laisse la place au suivant, là, c'est ça ? Oh, ouais. Non, mais je vais vous laisser vous installer. Non, mais c'est bon. Merci pour votre attention, du coup. Bonne fin de...